qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces pays? Et enfin, pour les revenus non fiscaux dont parlera Nara, quels sont les types de revenus non fiscaux collectés et comment est-ce qu'ils ont évolué eux-mêmes depuis l'année 2000. Alors une première figure qui vous montre ici le panorama général. On a ici représenté le taux de pression fiscale, donc je vous rappelle que c'est l'ensemble des impôts rapportés au PIB pour la dernière année disponible dans le rapport, qui est donc 2014. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a en gros, pour les pays qui sont sur la droite, en noir, donc les 8 pays dans le rapport, deux groupes de pays. On a des pays qui sont au-dessus de 25% de taux de pression fiscale, c'est donc la Tunisie, le Maroc et l'Afrique du Sud, et les autres qui sont à légèrement autour de 20%, donc Sénégal, Maurice, Côte d'Ivoire, Cameroun et Rwanda. On compare ça à la moyenne de l'OCDE, et donc on voit que le premier groupe est assez proche de la moyenne de l'OCDE. Ce qui est très intéressant de noter également, c'est qu'en moyenne, les pays africains dans l'étude sont pas très loin des niveaux de moyens pour l'Amérique latine. Juste une petite parenthèse pour dire que le taux de pression fiscale, c'est bien sûr pas un indicateur de performance. Il peut y avoir beaucoup de raisons qui expliquent qu'un taux de pression fiscale soit bas ou soit élevé. Alors il est utile pour essayer d'évaluer la capacité d'action, donc l'espace fiscal du gouvernement, mais il peut aussi être le reflet de plusieurs choses différentes. Il peut être le reflet de structures économiques différentes. Par exemple, si on a la Tunisie, le Maroc et l'Afrique du Sud qui ont des taux de pression fiscale plus élevés, c'est parce qu'en moyenne, plus une économie est diversifiée, plus son PIB par tête est élevé, plus le taux de pression fiscale a tendance à être élevé, donc on est tout à fait dans la norme. Et pour d'autres pays, comme par exemple le Rwanda, qui sont des économies encore largement agraires, l'assiette fiscale est assez étroite puisque une grande partie des activités économiques, dans l'agriculture notamment, échappent à la fiscalité ou bénéficient d'exemptions. Ce qui fait que mécaniquement, si j'ose dire, le taux de pression fiscale a tendance à être plus bas. Là aussi, ça se vérifie. Puis enfin, il y a des choix stratégiques, comme Maurice par exemple, qui est une économie diversifiée, également avec un PIB par tête élevé, mais qui a fait le choix, parce que c'est une petite île, parce que c'est une petite économie insulaire, d'avoir une politique d'imposition modérée, notamment pour attirer l'investissement direct étranger. Donc encore une fois, ce ne sont pas des indicateurs de performance. Vous verrez dans l'étude que nous distinguons les différentes composantes de ce que je viens de montrer, donc le taux de pression fiscale. On voit notamment ici la part que représentent les impôts sur les biens et services. On voit qu'elle est relativement bien distribuée dans les différents pays de l'étude. Quand on regarde la part que représentent les impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains, là on a une plus grande disparité avec un taux assez élevé en Afrique du Sud et beaucoup plus bas dans les pays d'Afrique subsaharienne. On remarque d'ailleurs que le taux en Afrique du Sud est plus élevé que dans les pays de l'OCDE. Les impôts sur les revenus, là aussi, on voit aussi des différences assez marquées entre les pays, avec un niveau relativement plus élevé en Afrique du Sud et dans une certaine mesure en Tunisie et au Maroc que dans les autres pays. On note néanmoins que le Rwanda, bien qu'il soit, comme je l'ai dit, un pays à faible revenu par tête et avec une structure économique largement agraire, a un niveau qui est relativement élevé par rapport aux autres pays subsahariens. Il y a plusieurs éléments d'explication que vous trouverez dans l'étude, et notamment les réformes fiscales et de l'administration qui ont été faites au Rwanda au milieu des années 2000. L'impôt sur les sociétés, là aussi, on voit bien donc, des variations entre les pays. Là, il est là aussi exprimé non pas en niveau absolu, bien sûr, mais dans sa contribution à l'ensemble de l'effort fiscal. Donc voilà aussi que Tunisie, Maroc et Afrique du Sud sont les économies dont la part des impôts sur les sociétés contribue le plus à cet effort fiscal. Un œil maintenant sur les contributions de sécurité sociale. Alors là aussi, ça représente des choses très très différentes. Vous avez par exemple des niveaux extrêmement bas en Afrique du Sud, mais ça reflète la spécificité de la protection sociale en Afrique du Sud. Il y a très peu c'est très peu abondé par la sécurité sociale. La sécurité sociale en Afrique du Sud, ça consiste essentiellement dans le fonds pour le chômage. Les autres prestations, que ce soit maladie par exemple ou vieillesse, dépendent de prestations de type d'assistance sociale. Et donc ça n'est pas inclus dans les recettes fiscales. Donc là encore, ce n'est pas des performances qu'on mesure, ça reflète des choix de société, des structures, des histoires institutionnelles différentes d'un pays à l'autre. Par comparaison, la Tunisie a un système de sécurité sociale qui est beaucoup plus comparable à celui de la France, par exemple, et donc une grande partie des programmes sociaux sont financés par cette collecte des contributions
contribution à la sécurité sociale dans le cas de la Tunisie. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on observe en général une corrélation assez forte entre le taux de pression fiscale et le PIB par tête. C'est que ce qu'on voit ici, donc vous avez les petits triangles, ce sont les pays d'Afrique. Les points bleus, ce sont les économies, les losanges bleus, ce sont les économies d'Amérique latine et des Caraïbes, et les points verts, les économies de l'OCDE. Et on a ajouté les noms des 8 pays inclus dans l'étude. Donc vous voyez qu'on confirme d'une part une tendance, une corrélation assez nette entre taux de pression fiscale et PIB par tête. Et on voit également donc, se détacher le groupe Maurice, Tunisie, Afrique du Sud en haut, parce qu'ils font partie des économies de cette pression fiscale. On peut distinguer, alors vous voyez le petit trait en dessous, au-dessus là, ça représente pour chacun des pays la progression entre 2000 et 2014 du taux de pression fiscale, donc le ratio recette sur PIB, que j'ai montré juste avant. Et là, on voit la composition de cette augmentation. Là, par exemple, dans le cas de la Tunisie, on voit que cette progression est due en grande partie au niveau d'imposition sur les particuliers. On voit que la TVA, dans le cas du Rwanda, du Maroc ou de Maurice, a également joué un rôle important. Qu'en revanche, les taxes spécifiques à la consommation, comme sur les carburants ou les alcools, ont tiré à la baisse ce taux de pression fiscale dans les pays comme Maurice, le Maroc, le Rwanda et la Tunisie. Et enfin que les contributions à la sécurité sociale ont été pour beaucoup aussi dans l'augmentation dans certains pays, pas tous, comme dans une certaine mesure la Tunisie. Je vais en rester là et avec votre permission, Monsieur le Président, passer la parole à ma collègue Nara pour qu'elle nous parle de la structure de la fiscalité. Et avant de passer la parole à Nara, j'ai été informé qu'il y a un stade de vente qui aura lieu bientôt dans cette salle. Donc, je demanderai à Nara de contracter un peu, avec les 5-10 minutes, il faut faire 25 minutes. Parce que nous, on est venus un peu en retard, mais vous avez la parole. Essayez, n'est-ce pas, ce que vous avez la capacité de faire, de résumer votre présentation pour que vous sentiez l'information. Okay, I'll try my best, Dr. Kwasi. Okay, for his question of balance, I'll speak in English. So I'll quickly present then the tax structure of the 8 countries that were part of this inaugural publication. So as you can see from the tax structure, most of the, although the tax structure is quite varied across countries, most of them actually get taxation, the collection of revenue, mostly from the consumption tax. In South Africa, for example, we can see that they collect mainly revenue from income tax, unlike the 5 to 8 countries that collect revenue from mainly from tax on goods and services. 3 countries, Tunisia, Morocco, actually 2, Tunisia and Morocco actually tend to be a bit closer in terms of tax structure to the OECD with a more balanced and mixed tax structure. In terms of trends from the years 2000 to 2014, you can see that the taxes on income and profit actually tend to actually slightly increase during that period, except for South Africa. And in terms of taxing goods and services, they have seen a slight decrease during that period, mainly due to decrease in export duties and import duties coming from the reduction in trade barriers and mainly trade liberalization. So the main issue comes from subnational taxes. As you can see, they represent a very low portion of national tax in general. And the main issue here is that we were able to collect revenue data only for three countries: Mauritius, Morocco, and South Africa. And for those 3 countries, you see the proportion of subnational tax as total taxes. And in purple there, you see the proportion of property taxes coming from as a proportion also of subnational tax. In the proportion of national tax, you see property tax is actually more than 50% in the 3 countries, but they still represent, as you can see, an untapped source of revenue in these countries, and that's actually the case in many countries in Africa. So in terms of non-tax structure, non-tax revenue, we define non-tax revenue here as all revenue paid to general government that are not defined as tax
taxes, and they include grants, which are defined basically a voluntary payment from foreign aid, from foreign government, and in this case it's essentially foreign aid. We have the property income, which include the rents, mainly the revenue from land ownership, which include mineral royalties and also rents from farming and on public land, as well as including cocoa, timber and royalties, for example. But it also includes revenue from interest and dividends. We also have even la comparabilité des données statistiques nécessaires pour le suivi du processus d'intégration économique et sociale d'Afrique. L'un des principes de la Charte africaine des statistiques est la cohérence interne entre le temps des statistiques africaines et sa comparabilité entre les régions et les pays. Il me semble que ce principe est assuré et garanti par la publication qu'on célèbre en son lancement aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la fiscalité est incontestablement un vecteur important du développement économique et social. En effet, édifier un système efficace et efficient est un défi majeur pour nous tous, dans le but de mobiliser les ressources budgétaires nationales nécessaires et fournir de recettes propres durables, permettant d'atténuer leur dépendance à l'égard des aides extérieures de toutes leurs formes. La phase de transition démocratique que connaissent nos pays à des stades bien entendu différents auront le besoin de se doter d'un système fiscal transparent, juste et efficace, plus pressant. Les différents pays de notre continent ont d'ailleurs et font encore face actuellement à une situation très complexe. En effet, la question est comment répondre aux aspirations bien légitimes des citoyens et des peuples avec des moyens relativement limités. Il va sans dire donc que la question des finances publiques occupera le centre des débats dans les prochaines années, d'où l'importance de disposer d'un outil d'aide de la décision. Et je crois qu'on doit se réjouir de l'apparition de ce rapport qui serait un bon point de départ dans la mesure où la fiscalité, on ne peut pas avoir un benchmark en matière fiscale en effet, parce qu'elle reflète, comme disait Henri, que ça reflète plutôt un choix de société. Et on peut être trop taxé dans un pays, mais ce n'est pas forcément que les taxes sont très élevées si on redistribue par ailleurs beaucoup de choses. Néanmoins, la qualité de tout système fiscal dépend nécessairement, en sus de son cadre légal, de l'environnement du devoir fiscal, de l'administration fiscale, de la qualité des données statistiques, des recettes fiscales. D'une part, avoir cet outil d'aide de la décision nous offrira une opportunité pour diagnostiquer la structure de nos recettes, évaluer nos politiques fiscales, tirer profit des meilleures pratiques et détecter les champs d'amélioration susceptibles d'optimiser la mobilisation des ressources et renforcer les capacités nationales de collecte d'impôts et d'autres recettes. D'autre part, un développement intégré et équilibré dans tous les secteurs et pour toutes les générations requiert une visibilité claire et globale des systèmes fiscaux, ce qui ouvre les pistes d'établir des indicateurs de développement mettant en corrélation la fiscalité, l'environnement et le bien-être des populations. Ainsi, on assure la convergence des pays africains vers la réalisation des objectifs de développement. Mesdames, Messieurs, ce projet est d'une importance cruciale pour renforcer la démarche entreprise par nos pays sur le chemin de la croissance. En effet, disposer des données comparables nous sert à bien se placer aussi bien dans le contexte africain que dans le contexte mondial. Jusque-là, l'absence de données statistiques comparables dans le temps et dans l'espace et de qualité était un handicap pour les décideurs, surtout dans cette conjoncture économique assez fragile. Pour pallier à ce problème, la Tunisie, à l'instar de 7 autres pays participant à ce projet, a aligné sa classification des recettes publiques avec celle de l'OCDE, afin d'avoir des statistiques fiscales harmonisées et assurer une meilleure comparaison interpays et intercontinent. Une telle source de données va nous offrir l'occasion pour faire un benchmark et s'inspirer des expériences en matière de conception des politiques fiscales, surtout que notre système fiscal est en phase de réforme. Après l'adhésion au Forum sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales en 2012, la promulgation de la loi organique relative au droit d'accès à l'information en 2016 et le projet de la nouvelle loi organique du budget, cette initiative d'harmonisation des données statistiques présente un pas additionnel dans le chemin entamé par la Tunisie dans la voie de renforcement de la transparence dans le domaine des finances publiques. La participation de la Tunisie à ce projet lui a permis de mettre à nu des insuffisances multiples, auxquelles il y a lieu de remédier, notamment en matière de collecte et d'analyse des données,
et des mesures fiscales. On espère résoudre ces problèmes, surtout qu'une unité d'analyse fiscale a été implantée au sein du ministère des Finances, qui aura comme attribution, entre autres, l'analyse des données et des dispositions fiscales adoptées. Avoir des données donc fiscales fiables et comparables est une condition sine qua non pour assurer l'analyse des politiques et des réformes fiscales, mais le besoin de disposer des outils et des méthodes d'analyse développées demeure également une exigence à satisfaire pour atteindre les différents objectifs de développement. Plus diversifiées, au pied de partie plus élevé, tandis que les autres économies sont plutôt en avance par rapport au groupe africain, mais dans une moindre mesure que celle-là. Alors, il peut y avoir plusieurs facteurs, comme je le disais, qui influencent le taux de pression fiscale. On en a cité ici quelques-uns, j'en ai déjà parlé, donc la part du secteur agricole, savoir si le pays est riche en ressources naturelles comme le pétrole ou pas, son degré d'ouverture au commerce extérieur, la taille de l'économie informelle, la force des administrations fiscales, leur capacité à collecter l'impôt, les niveaux de corruption également, ce qu'on appelle taxe morale en anglais, c'est-à-dire la propension à donner aux contribuables envie de payer leurs impôts parce qu'ils savent qu'ils vont avoir en retour des biens publics qui vont être à la hauteur de leur contribution. Donc c'est ce qu'on appelle la légitimité fiscale. Dans les pays où l'impôt est faible sur les revenus des personnes et les profits des entreprises, on est souvent dans des cas où ces pays-là ont par exemple accès à beaucoup de royalties tirées du pétrole ou d'autres ressources naturelles, et donc se sentent moins obligés d'aller courir après les contribuables, qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises. Et du coup, on risque là, dans ces pays-là, de ne pas avoir le cercle vertueux entre une collecte efficace de l'impôt et donc une pression sur le gouvernement pour donner en échange les biens et services publics, que ce soit la sécurité, l'électricité, l'accès à l'éducation, qui seront commensurables à ces prélèvements fiscaux. Donc on voit bien que, en revanche, les pays les plus vertueux, entre guillemets, sur le plan fiscal, ceux qui mobilisent le plus, ont tendance à être ceux qui n'ont pas de ressources naturelles abondantes, parce qu'il faut bien qu'ils créent un contrat social avec les entreprises locales, avec les citoyens, pour pouvoir mobiliser les ressources nécessaires à l'action publique. Et donc on voit effectivement les différents cas des pays ici sur le graphe. Un mot rapide pour dire que, quand même, une conclusion essentielle de cette étude, c'est que, dans l'ensemble, la capacité des États qui sont prêtés au jeu dans cette première édition à mobiliser l'impôt s'est améliorée. Depuis 2000 à 2014, une des grandes conclusions, c'est que le ratio d'impôt sur PIB a augmenté dans tous les pays. Donc, il y a certainement ici, ce que disait le docteur Kouassi, la reconnaissance de la nécessité stratégique d'augmenter la mobilisation des ressources domestiques pour faire face à l'agenda, au défi de la transformation structurelle dans les années qui viennent. Il y a également l'amélioration dans plusieurs pays de la qualité de l'administration fiscale et de la capacité de recouvrement. Et on voit notamment que cette tendance à la hausse est en contraste avec la tendance qu'on observe en haut dans les pays de l'OCDE, où au contraire, on est quasiment à l'étiage, on est quasiment au même niveau de collecte en 2014 qu'on était en 2000. Je vais passer rapidement sur cela. Une autre façon de représenter ce que je viens de dire, c'est de prendre l'année 2008, avant la crise, qui a affecté les économies africaines après avoir été générée dans les pays de l'OCDE, comment cette crise de 2008-2009 a affecté la pression fiscale, donc la capacité à mobiliser l'impôt. Donc là, on voit que dans l'ensemble, après s'être tassé autour de 2008-2009, c'est reparti à la hausse. C'est le cas notamment de pays comme le Sénégal ou l'OCDE, mais dans une mesure relativement modérée, parce qu'on voit là l'exemple de pays où les taux sont restés relativement constants. On a les pays comme la Tunisie et le Rwanda qui, comme les pays comparateurs d'Amérique latine et des Caraïbes, ont vu là une augmentation très haute, une récupération très forte de la tendance à moyen terme à l'augmentation après la crise. On a un contraste fort avec les économies d'Afrique du Sud, du Maroc et de la Côte d'Ivoire qui peinent encore à retrouver les niveaux de collecte et de pression fiscale qui existaient avant la crise. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Il est évident que la crise politique qui a trouvé son terme en 2011 en Côte d'Ivoire est aussi un des facteurs qui expliquent cette évolution. Et puis on a des pays comme Cameroun et Maurice où on voit aussi une reprise assez saine, assez alerte de ce taux de pression fiscale. Une petite analyse rapide avant de conclure pour montrer un petit peu dans quelle mesure est-ce qu'entre 2000 et 2014 cette capacité de collecte a augmenté. On voit que ici, l'ensemble des pays de notre échantillon en Afrique fait mieux que l'OCDE. La plupart d'entre eux font mieux que les pays d'Amérique latine.
comme la Tunisie, le Rwanda, l'Afrique du Sud, qui sont ceux pour lesquels le taux de pression fiscale a augmenté le plus. Alors que des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et Maurice, je le dis plus pour des raisons de stratégie économique, ont connu une augmentation mais plus faible. Dernier graphe, enfin, ce que vous trouverez dans l'étude, c'est une analyse des composantes de l'augmentation. Classified in the non-tax revenue, the sales of goods and services, which include sales by non-market establishment, for example, such as fees at school and admissions fees for museum, sales by market establishment and administrative fees. Administrative fees are basically classified here on a case-by-case basis because the definition vary tremendously from countries to countries. So you will see here in the table, in terms of classification, what are the example of administrative fees that are classified as taxes and others that are classified as actual sales of goods and services. For example, we have on the one hand courts classify on the court fees on the sales and goods and services, and then selling of alcohol and tobacco permission classified as taxes. So that just gives you an overview of the difference in terms of administrative fees. So what do we have then in terms of proportion of non-tax revenue to tax compared to the GDP and also in tax revenue? As you can see there, Rwanda, Senegal, and Cameroon have a good proportion there of non-tax revenue compared to, related to the GDP compared to the other countries. So if we move along to the other graph, we can see what exactly is the constitution of the non-tax revenue. In Rwanda, for example, a great proportion of non-tax revenue comes from foreign aid. The same thing as well in Senegal and in Côte d'Ivoire, whereas in Cameroon, a great proportion of non-tax revenue will come from royalties. You can also see that in this graph, in terms of grants, where the proportion of grant as a percentage of GDP in Rwanda represent 7.8% of the GDP in 2014, and compared to 3.3% in Senegal. Whereas rents, mainly royalty coming from the extractive industry, represent, for example, 3.6% in Cameroon compared to the rest of the countries there. And the other tax of revenue as well, as you can see. But we notice that compared to the tax revenue, which are more stable, the non-tax revenue part tend to be a bit more volatile. As you can see, the case of Rwanda there, which, like we saw, has a great proportion of non-tax revenue coming from foreign aid. You see the volatility here from the year 1997 to 2014. Same thing for the royalties, the rents coming from the royalties, which is a big component of rent here, in the case of Cameroon. So that's the overview of what's happening there. In terms of next step, because sorry to be rushing, but we don't have much time. What are the next steps in this publication? So we will proceed for the second edition in 2017. As you know, we started with 8 countries, and we will try to appeal to other countries to join. And we're actually counting on you guys as well to assist in championing other countries to join the next publication. We will expand the project to include more countries, and we will streamline the data collection process and processing to actually increase the comparability and quality of data. And as you saw at this point, we were only able to collect subnational data from only 3 countries. We're also planning to improve the local government and also the social contribution coverage for more countries, the existing countries, and for more countries. We will continue with the training, the discussion on technical discussions and training with existing and new participating countries, and we'll also continue with the consultative workshops that allow for peer exchange between the countries. So what would the countries basically expect to get when they join these initiatives? So first, they will get that additional perspective to compare countries at regional and international level. That actually comes as a complement to whatever classification they already have at the national level. They will have access to core requirements to inform tax policy, mainly a centralized and exhaustive database for Africa and other continents. And they will also get the benchmark against other countries within the continents for tax and non-tax revenue
and also non-tax, any type of taxes outside of the continent. As you saw there, they will have a comparability with the OECD and Latin American countries. And they will also understand in detail the category of taxes that they have the ability to tap into for maximizing of domestic resource mobilization to fund their own development agendas. And they will also, this platform also will allow for more policy dialogue between countries and partners to access and also access to peer learning, because countries coming together in these initiatives will allow them to learn from one another. And as well, continue to exchange on a comparable basis. This project, this initiative also allow for capacity building of the data collector, which is good. For example, some data collectors were sent to OECD to learn from the 24 years of experience that they have. They also allow for acquisition of new techniques being developed at an international level, and of course all that will allow for the improvement in national data. But all this also allow for the transparency that this data allow us to have, especially at the citizen level, to not only raise awareness but also dialogue and strengthen the relationship between state and citizens. So that's, sorry for the rushing, but that's exactly what we have to do. Chers amis du corps ainsi planté, je crois que c'est une étude extrêmement importante et elle vient combler un vide extrêmement énorme au niveau de la Commission de l'Union africaine en Afrique. Donc nous voudrons vraiment saluer l'apparition de ces documents conjoints qui est un outil important pour permettre aux États africains d'améliorer, n'est-ce pas, la qualité des services fiscaux et de gagner de plus en plus en transparence, et d'améliorer la bonne gouvernance économique et politique de nos pays. Donc sans plus tarder, je voudrais passer la parole à M. Zouer El-Kadi, conseiller du ministre des Finances de Tunisie, qui a fait le déplacement pour ce side event. Donc vous avez 5 minutes. La coopération entre nos pays et les différents partenaires internationaux de ce projet, qui a donné son premier résultat, qu'on estime réussi, va nous accompagner pour avancer dans la trajectoire de développement que nous avons empruntée. Mesdames et messieurs, aussi, sommes-nous, me semble-t-il, en droit au moment où se multiplient les publications d'indicateurs statistiques sur des questions aussi fondamentales, d'être vigilants sur les fondements conceptuels, leurs méthodes de collecte de l'information et leurs techniques d'exploitation et d'interprétation des résultats publics. Et là-dessus, je vais revenir sur quelques remarques, si vous permettez, Emmanuel. Donc, ma première remarque concernant la pression fiscale en Tunisie, c'est que cette pression fiscale n'est pas si élevée qu'on pourrait le croire à travers les chiffres. C'est que peut-être il y a quelque chose qu'on aurait encore, ce rapport gagnerait beaucoup en pertinence si on intégrait la partie redistribution dans la partie pression fiscale. Parce que aussi le deuxième point, c'est pour juste vous montrer un léger paradoxe, c'est que les impôts sur les sociétés en Tunisie ont baissé de 30% à 25% depuis l'année dernière. Et malgré ça, les recettes fiscales, la pression fiscale a augmenté. L'interprétation, c'est que nous avons élargi la base fiscale et il ne doit pas être interprété comme une pression fiscale qui a augmenté. Il n'y a pas eu une augmentation d'impôts, bien au contraire, il y a eu même une baisse d'impôts, mais c'est la base qui a été élargie. Donc ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est beaucoup plus des recommandations peut-être. Je dirais qu'il faudrait peut-être chercher à mesurer au niveau des ratios, éviter un peu d'utiliser le PIB parce que c'est un peu assez large et d'avoir beaucoup plus des ratios relatifs à l'assiette imposable. Et donc comme ça, peut-être qu'on aurait beaucoup plus de chances d'avoir beaucoup plus
après ça reflète mieux la réalité que de voir un dénominateur comme le PIB. Donc, d'impôts. Le deuxième point sur lequel aussi nous avons beaucoup travaillé, c'est la dématérialisation. Nous sommes passés à la facture électronique actuellement, et donc c'est beaucoup plus facile pour le contribuable de tout faire en ligne. Il n'est plus obligé de se déplacer dans les guichets, donc ça lui facilite et ça lui fait gagner beaucoup de temps. Le deuxième, il y a un autre point, il y a plusieurs, mais je pourrais citer l'essentiel. Nous avons fait aussi une expérience pilote pour la déduction, pour le remboursement des déductions de TVA. Donc, un fournisseur, cette expérience pilote, c'est qu'il est remboursé en 24 heures. Donc, il suffit de demander la déduction, il est remboursé en 24 heures. Et là, on a demandé à quelques entreprises tunisiennes d'adhérer à ce projet. Au début, nous avons eu peur qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde. Finalement, nous avons des demandes quasiment quotidiennes aujourd'hui, parce que les gens, vu le service est amélioré, donc les gens viennent beaucoup plus. Ils veulent payer les impôts, mais ils veulent quand même qu'en contrepartie qu'il y ait un service derrière ça, qui soit rapide, efficace et simple. Donc, à l'image de nombreux pays, notre fiscalité, elle est assez compliquée quand même. Parce que, voilà, c'est comme tous les pays, à chaque fois on trouve des difficultés, on appelle du saupoudrage, des replâtrages, des petites mesurettes par-ci, par-là. Aujourd'hui, il fallait faire stop à tout ça et dire, voilà, en matière d'impôts, nous avons un seul taux IS, nous avons une petite dichotomie entre le onshore et l'offshore. Nous allons vers l'harmonisation, d'ici 2018, il y aura un seul taux IS. Pour le barème des impôts, il y aura un seul barème, il y a déjà un seul barème pour tout le monde. Et pour les taux de TVA, nous sommes à 3 tours, nous passerons à 2 taux dès l'année prochaine. Donc c'est vraiment beaucoup plus dans la simplification et la transparence. Voilà, merci. Oui, je vais essayer de répondre à la question posée par M. Yao tout à l'heure. Donc, dans le cadre de l'agenda 2063, pour aider à mobiliser les ressources fiscales pour aider dans le financement du développement durable en Afrique, la TAF encourage la mobilisation d'autres formes d'autres sources de revenus qui sont qu'on considère un peu inexploitées au niveau du continent pour l'instant, comme les sources qui viennent de l'impôt foncier, de l'environnement, la fiscalité de l'environnement, la fiscalité du secteur informel, et aussi des sources de revenus autour comme on dit, des sources inhabituelles, enfin, liées au, je ne sais pas comment on dit en français maintenant, les intangibles des industries comme les droits de propriété, oui, ok, les intangibles. Oui, les droits de propriété. Donc on encourage, on essaie d'encourager ces réformes autour de ce type de revenus. Comme vous savez maintenant que, par exemple, la télécommunication et le e-commerce prennent une proportion très importante sur le continent. Donc on essaie d'encourager les administrations fiscales et les gouvernements en général de ne pas oublier ce type de sources de revenus inexploitées qui nous permettent justement de maximiser des ressources de revenus stables et durables pour le financement en Afrique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci d'abord à Monsieur El Khazi et Monsieur Adoupo pour vos commentaires. Effectivement, encore une fois, c'est notre rapport à tous et on compte sur votre contribution dans les années à venir pour en faire un outil de plus en plus utile, de plus en plus exact. On a déjà beaucoup de feedback très intéressant sur ce premier échange. L'année d'échange, et j'attire l'attention sur le fait que ma collègue Emmanuel Modica, qui est là-bas, qui est un des auteurs du rapport, a été en contact avec chacun de vos points focaux, par email, par téléphone, et donc c'est vraiment un travail collectif et qui a déjà nourri en fait plusieurs modifications sur l'approche habituelle pour que ce soit adapté aux besoins, aux demandes des différents pays. Donc c'est vraiment dans cet esprit que nous travaillons ensemble avec la Commission de l'Union africaine et avec la TAF et avec les pays pour améliorer chaque année sans arrêt cet outil et puis avoir autour de cette nouvelle base de données qui est disponible gratuitement en ligne des discussions sur, comme vous le disiez, Monsieur El Khazi, la question de la dépense publique. Parce que si on sait ce qu'on collecte, du coup ça pose tout de suite la question de savoir comment on le dépense. Sur la question de qu'est-ce qu'une politique optimale par rapport aux données structurelles d'un pays. Donc c'est toutes ces discussions qui deviennent possibles à présent et qui ne l'étaient pas avant.
Très rapidement sur le secteur informel, oui, vous avez tout à fait raison de le dire, et vous verrez que le rapport le souligne à plusieurs reprises. Le degré d'informalité d'une économie explique dans une grande part, en fait, le taux de recouvrement, le taux de pression fiscale. Je réinsiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un indicateur de performance, c'est ni bien ni mal d'avoir un taux de recouvrement, un taux de pression fiscale élevé. C'est simplement un indicateur qui peut être interprété en fonction des caractéristiques spécifiques et des choix de société qui sont faits par les pays, qui peut expliquer l'évolution de sa capacité à mobiliser les ressources, pour reprendre ce que disait le docteur Poissy en introduction, pour financer le développement, pour financer les infrastructures, les biens publics, l'éducation, la santé, dont on aura besoin pour faire face aux défis des décennies à venir. Donc là encore, un mot juste pour dire que c'est un exercice qui ne fait que commencer. Effectivement, Monsieur le ministre du budget de la Mauritanie, on serait très heureux que vous et les autres pays qui ne sont pas encore partie prenante dans cet exercice nous rejoignent, nous les y invitons et nous sommes tous à votre disposition. Un dernier mot, Monsieur le Président, si vous me permettez, pour juste saluer mon collègue Jean-Philippe Stas, qui est là-bas et qui est aujourd'hui à la Banque européenne d'investissement, et quand il était un collègue du Centre de développement, a porté un peu sur les fonds baptismaux cette analyse de l'importance centrale de la fiscalité pour la transformation structurelle, pour le développement. Je vous remercie. On va applaudir les participants. Chers participants, je voudrais encore une fois vous remercier. Souligner que c'est une première publication et en toute action, en toute œuvre humaine, il y a un début. Et du début, on peut connaître des difficultés, mais en marchant, on peut toujours devenir performant. Cette publication est l'alliance, c'est le symbole de l'alliance entre l'OCDE, ATAF, Banque mondiale, FMI, c'est-à-dire tous les partenaires qui contribuent à la publication, n'est-ce pas, de ce rapport. Donc nous voudrions très sincèrement inviter tous les autres pays à rejoindre le projet afin que cette publication des statistiques devienne, je dirais, la publication phare en matière de statistiques des revenus publics en Afrique, que ce soit la publication de référence. Et pour que ce soit la publication de référence, il faudrait que notre souhait fait que tous les pays africains en deviennent membres. Et qu'à travers cette publication, nous ayons, n'est-ce pas, une opportunité d'améliorer la gouvernance dans nos pays. Tout le monde parle de l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est une réalité. Parce que même le fait même que notre assiette fiscale soit encore réduite, sinon nous n'arrivons pas à recouvrer la totalité des revenus. Là, c'est un véritable problème. Donc, nous saluons le partenariat. Il faudrait que nous renforcions cela davantage à travers la participation effective de façon mutuelle nos activités, que l'année prochaine nous ayons une publication encore beaucoup plus beaucoup plus performante et que nos pays puissent retenir cette publication comme une publication incontournable dans la gestion, n'est-ce pas, de leur fiscalité. Au nom de tous les participants, je voudrais encore vous remercier. Henri Bernard qui a fait des mains et pieds pour que cela ait lieu. Merci à TAF. Je remercie notre frère de la Tunisie qui a fait le déplacement, qui nous a apporté une grande contribution. Merci à monsieur le ministre de votre présence. Je crois qu'après cette réunion, la Mauritanie sera le prochain pays à rejoindre le projet. Votre présence l'atteste et inviter tous les autres pays qui sont là aussi à nous rejoindre pour que l'année prochaine, nous puissions venir devant vous avec une publication beaucoup plus de grande qualité. Je vous remercie. On me annonce que les partenaires vous invitent.